Marie-Blanche. C'est pas la cloche pour lancer officiellement le cash-out du jour, mais bien la cloche d'une entrée en bourse. Pour la première fois dans Cash-out, on vous raconte la sortie d'une entreprise, mais pas la sortie auprès d'un fonds, pas la sortie auprès d'un corpo, pas la sortie auprès de ses associés, mais une sortie effectivement en bourse. On vous raconte l'histoire de Mickaël Kopsidas. Il a fondé le guide. L'histoire démarre à l'époque du Minitel. Il y aura une histoire de pivot. Puis la question de vendre ou d'entrer en bourse. On racontera toutes les péripéties, toutes les montagnes russes d'avant l'entrée, d'après l'entrée, jusqu'à un atterrissage pour partager sa vie d'aujourd'hui. Bonjour Mickaël. Bonjour Thomas. Bonjour Mickaël, bienvenue. Bonjour Sacha, merci de me recevoir. Ouais, on est ravis de t'avoir avec nous. J'espère qu'on arrivera à suivre la chronologie habituelle du format. A priori, oui. En tout cas, je suis ravi également de retrouver Sacha, mon fidèle compère, Sacha Doliner, fondateur de Neumann, banque d'affaires 3.0. Je sais pas, à chaque fois, j'ai envie de rajouter des numéros. Rajoute-en autant que tu veux, il n'y a pas de problème. On parle d'une session finale aux alentours de 70 millions d'euros. Ouais, pour être précis, leguide.com a été vendu suite à une OPA à Lagardère Active en 2012 pour une valorisation de l'ensemble qui était de 18 millions d'euros pour une entreprise qui avait à peu près 30 millions de cash, de trésorerie. Donc voilà, ça fait à peu près une valeur d'entreprise de 70 millions. Je sais que tu as écouté certains de tes compères, confrères au micro de Cash-out. Ouais. Donc tu le sais, le sujet du montant, c'est pas le premier sujet qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est les hauts, les bas. Tu as parlé d'OPA hostile. Je suis curieux de savoir comment on gère ça en interne. Il y a aussi dans toute cette phase, après l'entrée en bourse, des acquisitions. Vous allez racheter aussi une boîte à Microsoft. Et pour celles et ceux qui n'ont pas connu le Minitel, mais qui connaissent Google, Google, c'était le gros concurrent de Le Guide. Sur sa partie shopping. Ouais. Voilà. Google s'est à un moment donné résolument orienté vers le shopping avec Google Shopping, Google Products, et finalement a tué les comparateurs de prix, ce qui a donné lieu encore à une autre partie de l'histoire, à savoir recours au niveau de l'Union européenne, l'instruction effectivement d'une affaire de concurrence déloyale, d'abus de position dominante envers Google, qui s'est soldée par une très grosse amende. Qui est arrivée l'année dernière, 2024. Qui a été concrétisée. Ouais. L'amende a été infligée en 2017, mais il y a eu 7 ans de recours de la part de Google, j'imagine, d'armada d'avocats, etc., jusqu'à ce que la Cour de l'Union européenne, la Cour de justice de l'Union européenne, tranche définitivement, sans plus aucun recours possible, donc une amende de 2,4 milliards d'euros infligée donc à Google. Qu'ils ont fini de payer? Je connais pas les détails, mais je pense qu'une fois qu'on a épuisé les recours, ils doivent passer à la caisse et je pense pas qu'on soit obligé de leur envoyer les huissiers à ce moment-là. Et donc là, on en est au stade, et c'était, je crois, il y a quelques jours, où un certain nombre d'éditeurs européens, comparateurs de prix ou autres, commencent à sonner au guichet de l'Union européenne pour obtenir réparation du préjudice qu'ils ont subi, puisque évidemment, pour l'instant, c'est empoché, si je puis dire, par l'Union européenne, mais ensuite, effectivement, il y a toutes ces victimes de ces abus de position dominante qui vont se manifester. On aura peut-être l'occasion d'en reparler. On est là d'abord pour parler de toute l'aventure leguide.com. Pour ça, on t'a demandé une musique, comme toujours dans Cash-out, pour nous embarquer avec toi dans cet épisode. Tu as choisi Let Me Go d'Eric Truffaz et Sophie Hunger. On écoute ça et on en parle. My freedom, this is my voice, my piece of Eden, my blind-eyed choice. These are my movements, these are my arms, this is
l'ambiance générale dans ta vie? C'est de cette humeur-là, calme, posée? J'aime bien, j'aime beaucoup la musique, j'aime de plus en plus le jazz. Et ça, c'est un artiste, Eric Truffaz, que j'ai découvert au Théâtre de la Mer à Sète, où maintenant je vis une partie de mon temps et où il y a un festival qui est absolument incroyable, qui me fait connaître un certain nombre d'artistes que j'adore. Donc, Il y a Brassens à Sète aussi. Hein. Oui. Ouais. Bon, Pas que. on l'entend plus. Non, j'imagine. Il est là, ouais. Et c'est l'époque du Minitel. Ouais, on s'en rapproche là, ouais. On va évidemment raconter toute l'histoire, mais j'aimerais que tu m'expliques comment, au-delà d'aimer la musique et la découverte de cet artiste, cette musique représente un bout de ce que t'es et de ton aventure. On va dire que c'est la musique que je pense être de qualité. Eric Truffaz est un super trompettiste, un virtuose. J'aime bien ce mix avec la voix féminine. Et je trouve que c'est une musique qui incarne une forme de coolitude, Ouais, ça m'a mis dans une bonne ambiance. J'essaie de tendre. Je suis de bonne humeur pour lancer officiellement ton cash out. Il y a un moment clé dans tous les épisodes. C'est effectivement le jour où il y a un avant, un après dans la vie d'un entrepreneur. Habituellement, c'est la vente de la boîte. Là, en l'occurrence, ça va être l'entrée en bourse. Pour nous mettre dans l'ambiance, tu as choisi de nous embarquer avec The Knox, Brazilian Sound. Et on écoute. The praia in the sun, the fall in the night. Garota brasileira dancing into the daylight. De swing e rebolado. Don't know how, but I try to. Seu jeitinho e o carinho, something that I'd fly to. Quer saber de onde sou? Brasileira, meu amor, Brasil. Quer saber de onde sou? Brasileira, meu amor, Brasil. A tambourine in the rhythm of samba. Oh, in the heat of December. Oh, Brazil is where I go. I think I've got a case of Brazilian soul. I'll always remember. Pour rester juste là à écouter cette musique, on a envie de t'écouter toi. On vend pas tous les jours une boîte. Parfois on en vend deux, quelques-uns on en vendu encore un peu plus. Des entrées en bourse, j'imagine que c'est rare d'en voir 2-3 fois dans une vie, en tout cas pour une boîte qu'on a fondée. Je veux bien que tu me partages l'ambiance dans laquelle tu te lèves ce matin-là. A priori, il n'y a pas de changement de dernière minute qui peut arriver, mais j'ai pas fait beaucoup d'entrées en bourse, donc j'en sais rien. Tu me diras peut-être le contraire, mais je te trouve vachement détente pour un moment si important quand Excitant. on entend cette ambiance-là, très 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 smooth. Oui, ça c'est plutôt associé à après, effectivement. La vie Une fois que c'est fait. La vie est plus légère. On peut en famille se payer par exemple des voyages un peu exotiques qu'on pouvait pas forcément se payer jusque-là, parce qu'on se rémunérait pas forcément très très bien. Mais je voulais déjà mettre une chose au point, c'est-à-dire que moi j'ai fondé l'entreprise. Je l'ai fait pivoter sur Internet, mais ensuite moi j'ai quitté le management dès 2002. Ouais. Je suis resté ensuite au conseil d'administration jusqu'à la quasi-fin de l'histoire, on y viendra tout à l'heure. Et je voulais quand même en profiter pour remercier tous ceux qui ont contribué à l'histoire, qui ont pris les rênes successivement. Je vais citer un certain nombre de personnes qui ont été clés, évidemment, dans cette belle histoire. Ouais. Et voilà, je voulais les remercier parce que je pense que je ne penserai pas le faire à chaque fois quand je les mentionnerai, ni à la fin. Donc c'est important de rappeler que des aventures comme celle-ci, elles se construisent pas seules. Je rajoute une parenthèse dans la parenthèse maintenant, mais à un moment, tu vas décider de fusionner deux boîtes et en fait de laisser complètement le management à la boîte avec laquelle vous avez fusionné.
Pas complètement. Donc à ce moment-là, moi j'ai une entreprise, bon, elle s'appelle Guide Online, elle a lancé un guide des bonnes affaires sur Internet qui s'appelle au début Promosol, jusqu'à ce qu'on s'aperçoive que Promosol, c'est une marque qu'on peut pas utiliser parce qu'il y a le mot solde qui est réglementé. Donc enfin, on fait un changement de marque, ça s'appelle ensuite PromoSelect. Et on est une société essentiellement sur du contenu éditorial. Donc on sait évaluer des sites comme marchands, on sait faire du contenu. J'ai mis en place un forum des acheteurs en ligne, un service de médiation quand ça se passe mal, que les commandes n'arrivent pas à temps, etc. Ce qui nous manque, c'est la techno. Et donc je me dis qu'il nous faut cette fameuse brique technique, celle des shopbots, et donc je fais effectivement le tour du marché, je rencontre les gens de Kelkoo, ça c'est déjà encore une histoire dans l'histoire, les gens de Buy Central, les gens de Tubo, enfin voilà tout on va faire tout beaucoup de paysage. parenthèses, je crois, parce que ça on va y revenir. Là, j'aimerais vraiment qu'on reste sur ce jour de l'entrée en bourse. Alors, pardon, tu m'as juste demandé sur la fusion, donc je choisis de fusionner avec Laventis, qui est effectivement un shopbot comparateur de prix français basé à Angers, et donc on fusionne à 50-50. Mais je me dis, bon, si c'est lui qui manage, il a l'habitude de manager mieux que moi, ça me va bien. Mais donc on fait un truc un peu compliqué, c'est-à-dire une boîte avec un directoire et un conseil de surveillance. Et donc on est 2 membres du directoire, lui qui est président du directoire et moi qui suis directeur général au sein du directoire. Et on a effectivement on se partage le pouvoir, sauf en cas de désaccord, effectivement, je lui laisse la primeur. À un moment, il faut que l'un des deux puisse trancher. décider, c'est nécessaire. Donc, pardon. L'introduction en bourse, excuse-moi. Non, normalement, c'est mon rôle de m'assurer qu'on reste bien dans le couloir de nage. Tu voulais y aller, Sacha, le jour J. Ouais, d'habitude, effectivement, dans Cash Out, on a l'habitude, on nous raconte une réunion avec beaucoup de monde autour de la table, en général, dans un cabinet d'avocat, une réunion assez feutrée, où on signe beaucoup de papiers. Là, c'est une autre chose. Là, comment ça se passe, comment se déroule ta journée? Déjà, peut-être commençons par le début. Comment tu te lèves? Dans quel mindset? Ça, c'est quand même loin. Ça se passe en 2006. Ce que je peux peut-être raconter plus facilement, c'est ce qui se passe avant. Le contexte dans lequel ça se passe, c'est-à-dire que les actionnaires, nos fonds d'investissement, Galileo Partners et Ciparex, essentiellement, commencent à s'impatienter et veulent effectivement sortir. Et donc, nous demandent de mettre en place un mandat. Mickaël, je vais te demander de me faire confiance. On va raconter l'histoire, comment on en arrive jusqu'au jour J. Mais si on raconte de manière non chronologique dans Cash Out, c'est parce que c'est intéressant de démarrer par le moment où tout change. Et ce jour J, celui de l'entrée en bourse, je pense que, alors moi je me projette pas, je pense que beaucoup de nos auditeurs se projettent pas, peut-être certains imaginent un jour y aller. Elle se déroule comment? Je sais que ça date un peu, mais du peu qui te reste de souvenirs de cette journée-là, et je pense que ce qui reste, c'est ce qui est le plus important à retenir. Eh ben, il y a un prix qui est lancé, on est avec Euroland, Marc Fiorentino, et il y a un coup de dépression sur le marché, et on hésite à y aller. Et finalement, on a un board où on discute beaucoup, y aller, pas y aller, est-ce qu'on risque pas de se planter? On baisse un petit peu le prix, et Marc Fiorentino a la bonne idée de faire un discount pour les particuliers. Donc le prix d'introduction en bourse est à 11,20 €, et Marc Fiorentino propose de faire une promotion à 1 € de moins pour les particuliers, pour les attirer effectivement à investir dans le guide. Et donc après, le jour J, Merci. Le suspense, est-ce qu'effectivement l'action va être souscrite? Est-ce que les gens vont y aller à ce prix-là? Et donc effectivement, t'es en stress. Jusqu'à ce qu'on ait, oui, bien sûr, jusqu'à ce qu'on ait effectivement le fin de mot de l'histoire et qu'on sait qu'on a réussi cette intro, mais c'était pas gagné. Et c'est comment? C'est le matin à l'ouverture de la bourse que tu le sais? C'est plus tard dans la journée? Comment ça fonctionne? Je t'avoue que je ne sais plus à quel moment. Je pense que c'est tout au long de la journée que tombent les ordres d'achat. En fait, c'est essentiellement ce qu'on appelle des placements privés, c'est-à-dire des fonds qu'on a contactés et qui effectivement disent voilà, je souscris, j'y vais quoi. Ouais. Exactement. Et à la fin de la journée, voilà, on y est. Et donc on est en bourse, on est sur Alternext avec le code ALGI.
ALGUI, puisqu'il y a toujours un code en 5 lettres. C'était 2006 donc. Oui. C'était une belle époque encore en bourse à ce moment-là pour les boîtes tech. C'était 2 ans après Google, si je me souviens bien. Après l'intro de Google. Ouais. C'était une époque assez faste, non? Ouais, mais en même temps que nous, il y avait sur la rampe de lancement Voyager moins cher qui voulait y aller à peu près en même temps que nous, mais Et il n'y a pas la place pour deux? on était, voilà, Ouais. on aurait pu, mais il a préféré ne pas y aller. Bon, il avait aussi une autre structure du capital, une autre répartition, sans doute d'autres motivations, d'autres objectifs. Est-ce que ce jour-là, toujours, ça y est, vous êtes entré en bourse, a priori, tout le monde a souscrit, enfin tout le monde non, mais ce que Suffisamment. vous en attendiez, cette journée, elle se finit de quelle manière? Tu fais ça, avec des copains, en famille, un jour comme un autre? Non, pas tout à fait. Merci. Pas tout à fait. Non, moi, à ce moment-là, il me reste un peu plus de 10% du capital. On était dilué avec les VC, avec la fusion, etc., etc. Les salariés aussi. Et donc voilà, je suis en capacité, je peux vendre une part de ce que j'ai. Normalement, ça se fait pas. Les gens qui pilotent la boîte n'ont pas vocation à vendre au moment de l'introduction en bourse. C'est pas fait pour ça. En tout cas, pas en totalité, quoi. C'est Voilà. pas normalement fait pour faire du cash out à ce moment-là. Mais bon, comme je suis pas aux manettes opérationnelles, mais uniquement administrateur, voilà, ça passe bien. L'idée que je puisse Que en tu vendre un vendes petit peu. une partie Voilà. des parts, Une partie évidemment seulement. pas Ouais, la tout à fait. totalité, ce serait pas un bon Non, un bon signe. signal. Voilà. Tout à fait. Et ça, c'était un petit peu un hasard. Tu l'avais pas anticipé, de pas forcément. Enfin, quand tu as décidé effectivement de laisser, quand tu as fusionné, tu l'as raconté juste avant, avec l'autre société. La 26, ouais. La 26, voilà, merci. Tu t'avais pas anticipé que le jour d'une vente ou d'une introduction, ça te laisserait la possibilité d'avoir une sortie un peu plus rapide, ou en tout cas avoir plus de liberté, ou tu l'avais anticipé? Non, jamais j'ai imaginé la notion même de sortie. Pour moi, il fallait faire le meilleur produit du monde, rendre des services, voilà, faire un bel outil qui rende service, qui permet de faire des bonnes affaires, d'acheter en ligne de manière sécure, etc. Et donc, j'avais jamais en tête qu'est-ce que ça allait devenir. C'est quand les VC sont entrés dans le capital qu'effectivement, j'ai réalisé qu'on signait un pacte dans lequel il y a un engagement, les gens partent, ouais. liquidité de sortie. Et effectivement, en 2005, ils ont commencé à dire, bon, en fait... C'est l'heure. Quand est-ce qu'on sort là? Ouais, bientôt va sonner l'heure. Je propose gros flashback, sauf si tu as une dernière anecdote qui te revient de ce jour particulier, peut-être la soirée. Non. Mais non. sinon, on repart en arrière. Le processus, voilà, a été préparé depuis un certain temps, donc évidemment, oui, une bonne fête le soir, mais... J'aurais pu mettre le son d'un modem, mais on part avec 3615 Monique, l'incendie, j'adore. Pour raconter les débuts de Le Guide. La cover du son, de l'album, c'est bien ouais, 36. son. Ouais, c'est bien 3615 Monique. À fond, hein. Très pin-up. Je pense qu'il y a la moitié de nos auditeurs qui ont jamais entendu parler d'un 3615 quelque chose. Et ils savent pas ce qu'ils perdent, hein. Et donc, effectivement, tout commence dans les années Minitel. Je crois que le dernier entrepreneur qu'on a reçu à ce micro de l'univers Minitel, c'était Patrick Robin, qui nous a raconté la vente de son premier fournisseur d'accès Internet. À Colt. Et à Colt, ouais. Exactement. Et en fait, Patrick Robin va arriver dans cette aventure dont on va parler aujourd'hui. Aussi, avec la 26, lors de la fusion, avec le moteur de comparaison de prix dans lequel lui était déjà actionnaire. Et Patrick Robin, on lui avait racheté le web marchand à ce moment-là. Donc on revient sur les débuts du guide. Le guide, c'était pas le guide, ça s'appelait autrement.
Oui, ça démarre avec le Minitel, ça démarre avec mon ami Jean de Beaumont qui m'appelle un matin, qui me dit écoute, j'ai une idée, j'ai pensé à toi, donc je t'en parle parce que je pense que c'est toi que ça peut intéresser, c'est de faire un guide des meilleurs services Minitel. Là, on est en 94. Ouais. Et moi, j'ai quitté Prisma Presse. Pendant 5 ans, j'ai bossé dans un groupe de presse. J'étais directeur d'édition de Voici, de Télé Loisirs, ouais. enfin, puis je participais au lancement de Gala aussi. Et je me suis occupé des services dérivés télématiques, donc Minitel, Audiotel. Oh, à l'époque, c'était vraiment pour faire de l'audience, enfin, faire un peu de chiffre d'affaires additionnel avec de l'astrologie, des jeux, des programmes télé, Ok. etc. Donc, J'ai essayé de trouver le modèle à l'époque. je découvre à ce moment-là le tout début des médias interactifs et je me dis, donc quand Jean me propose ça, je n'ai pas hésité longtemps, j'ai dit ouais, j'ai envie de le faire. J'aimais déjà faire des guides à la fin de mes études. J'avais fait un premier guide qui s'appelait l'Annuaire du rock, guide pour les musiciens avec les studios, les labels, enfin tout ça. Et donc très très tôt, j'ai eu cette fibre de faire des guides pratiques. Mais donc, attends, j'ai besoin, pour vraiment ceux qui connaissent pas, mais même pour ceux qui ont connu sans connaître, le modèle, comme ça, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui faisaient 36, 15, quelque chose, pas le guide à l'époque, et du coup, en fait, qui payaient pour accéder au... C'est quoi, c'était à la au minute? service, Ouais, exactement. 1 franc 29 la minute, 2 francs 37 la minute, enfin des choses comme ça. Communication téléphonique. Exactement. À l'époque. La beauté du modèle, c'est que les Minitel, bon, il y en avait chez les gens, chez les particuliers, mais il y avait aussi en entreprise. Et donc, en fait, c'était une espèce de service gratuit, puisque les gens consultaient essentiellement en entreprise pour réserver leur spectacle, leur billet d'avion, aller chercher des infos, etc. Et c'est pour ça que c'était un très gros business, le Minitel à l'époque. Il y avait pas loin de plus de 15 000 services Minitel. Et donc, nous, on s'est fixé comme challenge de les trier, de les classer et d'en sortir les 700 meilleurs. Et tout ça avec le tampon de que choisir. Et tout le monde avait un Minitel. Tout le monde avait un Minitel à l'époque. Oui, tous les foyers étaient équipés d'un Minitel. Et tous les bureaux, toutes les entreprises aussi. Et donc, là, en l'occurrence, le business, c'était juste de référencer les meilleurs services Minitel sur tout un tas de sujets. Ouais. Et donc, pour ça, on était rémunéré par l'UFC Que Choisir, l'Union fédérale des consommateurs Que Choisir, dont on était devenu le centre d'essai télématique. Donc, on testait pour eux des services Minitel, mais aussi les premiers CD-ROM, les premiers sites internet, par exemple, de calcul d'itinéraire, les premiers CD-ROM du Louvre. Voilà, on faisait des tests comparatifs, cette fois-ci appliqués à des services d'information et non pas des machines à laver ou autres électroménagers. C'est-à-dire que les gens se connectaient sur vous pour finalement très vite passer sur d'autres services. Exactement. Et on était financé aussi par France Télécom, qui voyait que ça partait un peu dans tous les sens. Le Minitel, il y a beaucoup d'arnaques, d'escroqueries, y compris sur des sujets sensibles qui sont, par exemple, les annonces d'emploi, les annonces immobilières. Et donc, on a été un petit peu les gendarmes du Minitel à dénoncer les truands et à valoriser, à faire sortir du lot les services les meilleurs, les plus vertueux, qui avaient le plus d'annonces à jour, avec une ergonomie claire, etc. Donc, on s'est beaucoup amusé. Toutes les sessions Minitel, on y passait des heures, étaient enregistrées pour pouvoir servir de preuve, si besoin. Enfin, voilà. Ça, c'était une période assez marrante. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont fait leur début dans le Minitel. Ouais. Moi, ce qui m'intéresse, c'est à quel moment tu te dis, bon, c'est bien, ça marche, mais on va se faire éclater si on prend pas le virage Internet. C'est en 97, il y a Lionel Jospin, à ce moment-là, qui est Premier ministre, qui fait un discours, je crois que c'est à Ourtin, et qui commence à tirer la sonnette d'alarme en disant, écoutez, France Télécom, vous pouvez pas continuer à vivre sur votre rente du Minitel, il y a un truc là qui devient vraiment sérieux, qui s'appelle Internet, qui est mondial, et il va falloir prendre le train en marche, et en fait, il a demandé à ce moment-là à France Télécom de pivoter, et donc ça donnait lieu à Wanadoo, etc. Mais c'est ce discours qui a changé. Je crois que Patrick nous en avait parlé aussi de ce discours de Jospin. Et donc là, on a compris, nous, que il fallait tourner la page et qu'effectivement, on n'allait pas pouvoir indéfiniment vivre là-dessus et qu'effectivement, on s'en doutait, on le savait qu'Internet allait démarrer. Mais on s'est dit, voilà, c'est une opportunité à saisir. Changer de techno, ça se fait pas en un claquement de doigts. Ça demandait quoi? Et est-ce que le positionnement, en fait, arrivé sur Internet était exactement le même ou ça a été l'occasion aussi de réinventer un peu l'histoire?
On s'est dit d'abord, qu'est-ce qu'on va faire? Ce qu'on sait faire, c'est des guides pratiques, on sait les évaluer, on sait les indexer, les décrire. Enfin, voilà. On a un savoir-faire dans ce domaine-là. Comment on va le décliner sur Internet? On a commencé par regarder du côté des voyages. On a imaginé faire une espèce de TripAdvisor. Et puis, il y avait dans le capital ou dans l'entourage amical proche un certain Benjamin Magnard, le fondateur d'Allapage, qui avait vendu Allapage à Wanadoo, justement, et qui nous a conseillé d'aller voir plutôt du côté de e-commerce, puisque voilà, là où il y avait transactions, il y a peut-être plus de facilité pour monétiser et trouver un modèle économique. Et Bon conseil. Bon conseil. Et ça, c'est vraiment un moment clé parce que on commence à discuter de ça. Mais alors, comment on va faire? Il va falloir recruter des développeurs. Il va falloir pour ça des moyens. Et puis, Benjamin, Patrice Magnard à l'époque, me dit non, vas-y, tu verras bien, démarre. Forcément, il y aura des difficultés en route. Et donc, moi qui n'avais jamais fait de page HTML, qui n'était pas du tout développeur, je commence à faire la page d'accueil de ce qui sera Promosold. Comme j'ai un salarié, on commence à passer en revue les sites marchands, il y en a 300 à l'époque à peine, et puis on commence à bâtir le début de ce site. Et dans le même temps, j'ai un ami qui travaille à Capital sur M6, qui prépare une émission sur les bonnes affaires sur Internet. L'enquête bon plan sur Internet. Exactement. Et donc, voilà, on arrive à l'idée qu'on l'aide à préparer l'émission. Et donc, l'émission est constituée de tout ce qu'on va lui sourcer comme bon plan sur Internet. On apparaît au générique, et puis on est cité dans l'émission. Et c'est ça. Certains ont regretté. Et là, le site tombe, non? Quand tu es cité dans l'émission, en général, ça t'envoie un pic, non? Il se passe pas tout à fait ça, mais il se passe quelque chose du même genre. C'est-à-dire que on a eu la bonne idée, bon, rien de génial, mais on avait mis un petit formulaire d'inscription de la newsletter. Recevez chaque semaine dans votre boîte à lettres les bons plans de la semaine. Et donc, très bien. Et donc, comme il y a plein de journalistes qui avaient assisté à l'émission, et puis plein de spectateurs, donc beaucoup de gens viennent s'inscrire à la newsletter. Et donc, quand je vais voir mon associé, Igor Schlumberger, qui se chargeait effectivement des aspects tech, etc. Je dis, bon alors, combien on a d'abonnés? Attends voir, j'arrive pas et quand est-ce qu'on aura la liste pour pouvoir envoyer la première newsletter? Il me dit, écoute, Michael, il y a un problème, je ne la retrouve pas, la liste. En fait, il y a un truc qui a déconné. On a mis get au lieu de je sais pas quoi dans le code, dans le script. Bref. On a tout perdu. A priori, ça va être compliqué. Et puis il revient un jour après, je n'avais pas dormi, j'étais fou de rage. Et tu m'étonnes. On a épluché les logs et on a retrouvé, j'étais tout reconstitué. On est déjà, je ne sais plus combien, 2000 abonnés. Et... Comme quoi, à quoi ça tient ça, ouais. À la fin, une entrée en bourse, quand tu refais les débuts. Et donc, effectivement, c'est une bonne chose qu'on retrouve ces adresses parce que on a démarré l'envoi de la newsletter chaque semaine, en temps et en heure, le vendredi, et avec les bons plans. Et il y avait déjà pas mal de journalistes, comme je disais, qui avaient assisté à l'émission, qui s'étaient inscrits à la newsletter, qui la recevaient. Et on a eu des retombées de presse de dingue, des pages entières, Libé, Paris Match, VSD, Biba. Le Monde, Nouvelle Obs. Oui. Ouais. Et évidemment, ça a fait boule de neige et ça nous a lancé. Donc, on a eu de plus en plus d'inscrits à la newsletter. On était rapidement à 10 000, puis 20 000, puis je crois à la fin, vais citer pas loin de 500 000. Quelques unes de presse, mais on disait le guide Michelin de l'achat sur Internet, le routard du web marchand, le Go et Mio du web shopping. Non, je t'ai plus. Donc l'histoire se poursuit en croissance. Ouais, jusqu'à un certain point. On est en 99, donc levée de fonds assez rapidement dans la foulée. On lève à peu près de 2 millions d'euros, sur une valeur de 6 millions d'euros. C'est ça, pré-monnaie. Voilà. Les actionnaires nous poussent à investir, à aller vite, à aller à l'international, enfin voilà. Moi, je me dis, avant tout, ce qui nous manque, c'est cette brique technique, la partie ShopBot, etc. Et mon objectif, avant tout, c'est de compléter le dispositif. Donc, on a le guide des meilleurs sites, on a les bonnes affaires, ce qu'on appelait les têtes de gondole, les promos de la semaine, on a le forum des consommateurs, le Conso Forum, on a le service de médiation. Et tout ça, c'est le moteur. Mais tout ça, c'est des sites séparés où tout est regroupé sous un même site. Ouais, voilà. Sous un même site, ouais. Et avec plein de marques à l'intérieur du site, enfin de services à l'intérieur du site. Exactement. On poursuit l'histoire.
Ouais. Donc il y a cette entrée, bon ça va être 3000 visiteurs par jour, après vous avez passé à 20 000 abonnés, j'accélère un peu l'histoire, hein. J'ai envie qu'on arrive très vite à comment se gère une entrée en bourse et comment on gère l'après. À quel moment, et ce sera peut-être le dernier sujet avant de passer à la suite, à quel moment là tu dis on atteint un niveau qui va nous ouvrir un certain nombre de portes, comme vendre la boîte ou potentiellement partir sur une entrée en bourse? Ça commence par l'éclatement de la bulle Internet en 2000. Faut pas l'oublier. C'est-à-dire qu'on était entre Paris et Angers, on était 70 personnes. Très vite, nos business angels, en l'occurrence Benjamin Magna et Patrick Robin, nous alertent sur le fait qu'on ne relèvera sans doute pas d'argent. En fait, la Faut croissance, réduire la voilure. Ouais. À ce moment-là, toute la croissance, en fait, en volume, en trafic, elle est absorbée par des baisses de prix. C'est-à-dire que on payait des prix de fou, la pub, l'espace sur Internet, les clics, etc., jusqu'à ce que la bulle éclate. Et à ce moment-là, les prix s'effondrent. Et donc, toute notre croissance en volume, elle est absorbée par la baisse des prix. Donc, on stagne pendant plusieurs mois et on s'attend à ce que ça puisse durer longtemps. Et donc, on nous invite à réduire sérieusement la voilure. Donc, quand je dis, mais il faudrait réduire à combien? Et à ce point-là, nos business angels nous expliquent que non, il faudrait partir d'une feuille blanche, comme si vous démarriez la boîte, de quoi vous avez besoin. Il ne faut pas raisonner en moins, mais il faut raisonner en plus. Et donc, effectivement, on est passé de 70 personnes à 17 personnes en 1 an et demi à peu près. Pour être rentable, en fait. Pour être rentable. Ouais. Voilà. Et donc, à ce moment-là, on est trop de patrons. Il y a une crise aussi avec les investisseurs. On pense qu'on va peut-être avoir quand même besoin d'un bridge. Mon associé, Christian Beignaud, essaie de négocier, voilà. Mais on a un ratchet. Donc, si on lève de l'argent... On rappelle ce que c'est un ratchet? Alors, un ratchet, c'est que si jamais on relève au tour suivant à une valeur inférieure au tour précédent, à ce moment-là, c'est toi qui es dilué. On est dilué d'autant pour faire comme si l'ancien tour s'était déjà déroulé à ce prix-là. Donc c'est effectivement une dilution importante. Donc ça, là, il y a une crise dans l'entreprise, il y a un changement de management. Christian Beignaud, donc avec qui j'avais fusionné, quitte la boîte. Moi, à ce moment-là, je suis un petit peu fatigué. L'idée de pas me payer à nouveau. À ce moment-là, j'ai 3 enfants et je me dis bon, je vais aller me refaire un petit peu en reprenant un job salarié. Je reste au board. Et donc, c'est à ce moment-là Igor Schlumberger qui prend les manettes et qui, redistribue, a racheté des parts des uns des autres, les en revend ou en donne à ses salariés. Et donc, la boîte repart pour une nouvelle aventure à l'international en repartant d'une page blanche. Et toi, je préfère quand tu dis feuille blanche. Justement, pour te projeter, parce que donc c'était ta boîte. Là, tu repars prendre un job salarié. Ouais. Tu vas faire quoi? Rapide parenthèse. Je vais bosser chez SVP. Le fameux SVP 1111, le temple de l'information, 200 consultants, documentalistes qui répondent au téléphone aux questions les plus saugrenues. Et donc, moi, je dirige un département de 60 personnes. Donc, voilà, toute la journée, il y a des questions les plus dingues qui tombent et il faut y répondre. Et alors, une question qui est peut-être pas la plus dingue, mais il se passe quoi dans la tête quand tu as ta boîte et que du jour au lendemain, en fait, tu repars sur... un job salarié que beaucoup de gens vivent, hein, je suis pas en train de dire mais c'est quand tu as été entrepreneur, enfin je tiens à peine 1 an et demi déjà, donc voilà, le temps de réaliser que décidément je suis pas fait pour être salarié dans une boîte, ce que j'avais déjà expérimenté une première fois. Donc 1 an et demi, je suis comme un poisson dans l'eau parce que c'est le temple de l'information. On a accès à toutes les bases de données, donc moi qui ai toujours aimé l'info, on a des dossiers de biographie, on bosse pour Canal+, enfin c'est vraiment intellectuellement c'est super magique, mais à nouveau manager 60 personnes, je me rends compte que c'est pas mon truc, donc voilà, donc c'est un salaire, mon salaire, une voiture de fonction, voilà, pendant 1 an et demi je me refais un petit peu, une santé financière aussi, et rapidement je reprends le virus de la création d'entreprise et je crée une autre boîte. Et entre-temps, le marché un peu reparti, la crise est un petit peu passée quand même à ce moment-là. Alors entre-temps, on est en 2005, donc Igor a fait un super job pour internationaliser la boîte, la rationaliser, etc.
Mais on a quand même la pression des investisseurs qui voudraient sortir. On a embauché Corinne Lebovitz à l'époque, vous connaissez, qu'on connaît très bien. Et qui est embauchée comme DG. Et 6 mois après, elle apprend, par décision du board, que elle va devoir gérer une entrée en bourse qu'elle n'a jamais fait. Donc elle potasse pour savoir comment on vend une boîte qui va rentrer en bourse, comment on fait le roadshow, comment on fait le BP, comment on fait la documentation, comment tout ça, quoi. Et ça l'affole un petit peu, mais bon, comme elle à la fin, elle y arrive très très bien, et c'est elle qui amène la boîte en bourse. Je crois que tu es la 3e personne à ce micro qui spontanément nous parle de Corinne. Ouais, avec qui on s'entend bien, on est voisins, et on a déjeuné avant-hier. Alors t'as un peu avancé jusqu'à l'entrée en bourse, mais à ce moment-là, il se joue quoi? Parce que vous avez 2 options. Vendre pour permettre au fonds de sortir, ou cette entrée en bourse, comment ça arrive, quelles sont les questions. Il va y avoir des grandes discussions au board là, à ce moment-là pour choisir la bonne stratégie. Si tu peux nous partager un peu les arguments, les dilemmes qui se posent et les questions qu'il y a derrière. On a déjà négocié au moins 1 année de sursis pour faire patienter les fonds, dire moi c'est trop tôt, ce serait bête. On va pas donner un mandat de vente pour brader la boîte, donc on les fait patienter. Et en 2006, là quand même le moment est venu, la conjoncture paraît favorable, et donc on décide après discussion de faire ce qu'on appelle un double track. On va viser à la fois l'intro en bourse, mais on a également un plan B qui est un plan de cession. Les deux, se combinent bien puisque la documentation est la même. On fait de la publicité sur le fait que on va entrer en bourse, mais ça n'empêche pas de discuter aussi avec des cibles éventuelles pour voir si ça peut les intéresser. Et les repreneurs potentiels, c'est quel type d'acteurs? Ça va être des concurrents, ça va être des groupes médias, mais bon, en réalité, très vite, on est quand même plus excité par l'intro en bourse, et voilà, c'est là-dessus qu'on axe les efforts. Donc ensuite, on choisit, un appel d'offres pour choisir une banque d'affaires. Ouais. Et donc, on choisit Odo et Euroland. Il y avait pas mal de mouvements, je me souviens sur le marché à ce moment-là, je crois que Kelco... c'était vendu à Yahoo. C'était plus ou moins à cette époque-là aussi. Pas très longtemps avant, pour une jolie petite fortune. Ouais. Kelco, un petit mot sur Kelco, qui faisait partie des gens avec qui j'ai discuté quand je voulais effectivement avoir cette brique, ce complément technologique. On avait pris un petit déjeuner au Café de la Paix. Il avait donc Pierre Chapas, et quand ça me félicitait sur le chemin parcouru, ce qu'on avait fait, c'était vraiment bien les gars. Mais je vais faire la même chose, plus rapide, et voilà. En gros, ça c'était terminé comme ça, ce petit déjeuner. Et effectivement, il a fait plus rapide. Il a fait plus rapide en plagiant notre site, en plagiant PromoSelect. Donc ça donnait lieu effectivement à une guerre, une procédure judiciaire. Ouais. On l'a attaqué, on demandait des dommages d'intérêt de 12 millions de francs à l'époque. Voilà, lui a contre-attaqué en disant qu'on faisait ça uniquement pour lui plomber son bilan et l'empêcher de relever de l'argent. Donc il y a une bataille avec Kelco à l'époque qui était assez épique. Et puis on a enterré l'âge de la guerre, effectivement, après l'éclatement de la bulle Internet, où effectivement on n'a plus de temps à perdre avec ce genre de chamaillerie. Voilà. C'est drôle, t'en parles avec amusement aujourd'hui, sur le moment. Ah oui, c'est du stress sur le moment. C'est du stress et c'est l'énervement de voir qu'on a bossé sur un site internet. Voilà, j'avais fait de mes petites mains, comme ces pages internet, et de les voir plagier, y compris les fautes d'orthographe. Donc c'était vraiment flagrant et très énervant. Et assumé ou pas en off? Évidemment pas devant la justice, mais... Assumé après coup, non, mais je peux dire qu'à ce petit déjeuner, on était un peu prévenus et que, voilà, la fin pouvait justifier les moyens. Non, mais bon. Si un jour on le reçoit, on lui passe ça. C'est pas une attaque personnelle que je fais là, simplement, il a dû dire à ses équipes, écoutez, foncez. Faut y aller. Voyez ce qu'ils ont fait eux, doublez-les le plus rapidement possible, et puis ensuite, il n'a pas forcément à contrôler ce que faisaient toutes ces équipes. Dans toute cette phase qui va amener à l'entrée en bourse, tu l'as rapidement évoqué, mais je veux bien que tu nous racontes comment ça se construit, j'imagine qu'il y a aussi des petits moments de tension avant l'entrée en bourse.
Mais ça se traduit par quoi? Quand t'as pas quelqu'un en face avec qui tu négocies spécifiquement des conditions de deal? Bah, il y a toute une préparation, comme je disais. Corinne découvrait en marchant, comment ça se passait, et elle apprenait tout ça. Moi, j'étais dans les mêmes locaux, mais comme je disais, administrateur, donc j'étais pas opérationnel, mais j'avais commencé à créer ma nouvelle boîte qui s'appelle toujours d'ailleurs Ecogest. Pour en dire un petit mot. Donc, je partageais les locaux rue d'Anguin, qui étaient les anciens locaux de Price Minister. Et donc, je voyais effectivement cette fourmilière avec une espèce de niveau d'énergie, d'activité qui était très impressionnant parce qu'effectivement, c'était électrique, cette préparation à l'entrée en bourse. Ouais. Tu évoquais Ecogest. Un mot rapide sur la boîte. L'écologie avait commencé à m'intéresser, et puis bon, comme toujours, je suis dans ces questions pratiques, et donc je me suis toujours dit que les questions que je me pose moi dans mon quotidien, tous les jours, il y en a peut-être d'autres qui se les posent aussi, et donc je vais faire un guide. Donc je décide de faire un guide des bons gestes de l'économie circulaire, bien trié, où est-ce qu'on le met, l'emballage, le réemploi, donc la seconde vie des objets pour faire durer, et l'éco-consommation, comment éventuellement ne pas acheter ou acheter durable, etc. Et donc après, sans faire de psychanalyse, mais c'est comme si je me rachetais d'avoir incité autant de gens à consommer, à acheter sur Internet, etc. C'est bien de le reconnaître. Donc à la fin, on avait quand même 30 millions de visiteurs uniques en Europe, donc ça faisait un petit peu de monde, 175 000 marchands, enfin vraiment beaucoup de transactions. Et donc, est-ce que je démarre Ecogest pour sous forme un peu de rédemption, pour me dire c'est pas tout d'acheter, mais après il faut aussi se soucier de ce que tout ça devient, de nos ressources, etc. Donc voilà, j'ai créé ce guide pour les collectivités locales. En face, il y a Google, on le rappelait rapidement tout à l'heure, Google Shopping. Là, ils sont déjà en front avec vous, c'est un peu après ça? Non, ils sont vraiment en front, on va dire à partir de 2010-2011. Et donc, c'est l'époque où il y a tout ce qu'on appelait ces Google Dance, qui portaient des noms exotiques, Panda, puis Penguin. En fait, ce qui se passe, c'est que quasiment chaque semaine, Google revoit ses algorithmes, et ça pourrait faire de faire tomber de plus en plus bas les comparateurs de prix que nous sommes. On va juste repasser dans la bonne phase, juste après l'entrée en bourse, et on est en plein dedans avec Nick Cave et The Bad Seeds. Nature Boy. I was just a boy when I sat down to watch the news on TV. I saw some ordinary slaughter, I saw some routine atrocity. My father said, don't look away, you gotta be strong, you got to be bold now. He said that in the end it is beauty that is gonna save the world now. And she moves among the sparrows, and she floats upon the breeze, and she moves among the flowers, and she moves something deep inside of me. I was walking around the flower show like a leper, coming down with some kind of nervous hysteria. I saw you standing there, green eyes, black hair, up against the pink and purple wisteria. Donc ça c'est l'ambiance dans laquelle t'es après l'entrée en bourse. Ça s'appelle Nature Boy, donc voilà, on parlait d'écologie, c'est l'époque de la prise de conscience, et du guide avec Ecogest. Mais pour le guide, parce qu'on est quand même là d'abord pour raconter l'épopée, le guide, il va y avoir plusieurs temps entre jusqu'à la dernière OPA avec Lagardère. Donc tu disais 2010, on embarque dans les Google Dances, tu disais. Voilà.
Google qui en permanence revoit ses algorithmes pour les peaufiner, optimiser encore la pertinence des résultats. Et donc c'est la surprise, qu'est-ce qui va se passer tous les jours, quoi. Google Enfin, Dance, ouais. donc voilà, c'est pas les chaises musicales, Ouais, mais en gros il y a des perdants, il y a des gagnants. Et c'est toujours Google qui gagne. C'est comme au casino. C'est Google qui gagne. Au bout du compte, c'est Google qui gagne, puisqu'effectivement, il dégrade en fait la position de tout ce qui est intermédiaire. Il Pour fait du être... business, ouais. Voilà, exactement. Sauf eux. Donc tous les comparateurs, tous les guides, toutes les plateformes, etc. sont petit à petit dégringolent. Ouais. Et c'est finalement Google qui met en avant les marchands, leurs offres. Et donc il est en train de mettre en place Google Shopping avec les products. Ça, comment tu t'y adaptes à part contre-attaquer comme vous l'avez fait pour... Alors comment on s'y adapte? On s'y adapte en étant malin sur le plan du référencement naturel. Donc nos pages sont très optimisées. On a quelque chose d'assez bien foutu de ce plan-là, puisque dès qu'il y a une nouvelle catégorie, on a un moteur spécifique qui crée des vraies pages qui sont reconnues par Google. Donc on tient plutôt mieux le choc que Avec du d'autres. vrai contenu, avec une vraie stratégie. Ouais. Ce qui n'était pas le cas effectivement d'autres acteurs. Oui, C'est dont trop on va parler dans pas Voilà. longtemps. Et donc, oui, quand il y a perte effectivement de trafic SEO gratuit, on le compense avec de l'achat de trafic. On fait de la croissance externe. On rachète donc une première boîte en 2008, je crois, DoYou, boîte allemande à Berlin, Ouais. un site avec des avis de consommateurs. Donc voilà, c'est un mix entre... Et 2008, c'est aussi la crise des subprimes. Accessoirement, Ouais. ouais, c'est vrai. On la ressent pas forcément tout de suite. On va la ressentir à peu près 2 ans plus tard, donc avec ces effets, je dirais, un peu en chaîne. Parce qu'il y a le cours de bourse qui va s'effondrer un petit temps en 2008. Ouais, et en 2010, il est encore bas. En fait, Ok. en période de crise boursière, c'est surtout les small caps, les middle caps qui sont délaissés, et plus personne n'en veut, c'est trop risqué, etc. Donc on est vraiment sacrifié pendant un bon moment avec un cours qui est assez massacré, ce qui n'échappe pas à certains acteurs du marché Ouais. qui vont se dire tiens, il y a peut-être un coup à jouer. sur le 2009, guide. justement, une OPA. Ouais. Je te demandais, c'était parce que, tu sais, à la télé, t'entends OPA hostile. Alors, je me dis, derrière des OPA pas hostiles. Mais j'ai l'impression que c'est quand même souvent hostile. Ça se passe comment en coulisses, en fait, ça se joue, tout ça? Alors, c'est pas forcément hostile, mais bon, on a eu 2 OPA, et donc, Et pour les deux. effectivement, c'est le jeu aussi de les considérer comme hostiles. Ça peut être une stratégie pour faire monter les prix, ça peut, voilà, puis on se défend, on se laisse pas comme ça racheter, mettre la main dessus. Donc voilà, il y a effectivement, on met en place un certain dispositif pour se défendre. La première OPA donc qui intervient en 2009, c'est une boîte qui s'appelle GoADV. Lucas Ascani. Lucas Ascani, qui lui a monté un système, il est très très malin, il a monté des sites avec du contenu, on va dire un peu fictif, qui aujourd'hui serait généré par de l'IA, mais à l'époque c'était des petites mains qui faisaient ça, et c'est des sites qui n'intéressaient personne parce que le contenu était Pourri. franchement pas intéressant. C'est mes mots, pardon. Ouais. Mais il achetait du trafic chez les uns, chez Yahoo, chez Google, chez d'autres, chez Overture, etc. Et puis les revendait. Donc il avait un système qui permettait d'arbitrer, de savoir exactement le différentiel entre le prix d'achat et le prix de vente. Et il a construit comme ça une boîte qui faisait 40 millions d'euros de chiffre d'affaires, avec une très belle rentabilité et des moyens, un trésor de guerre qui lui permettait de prétendre racheter le guide.com à l'époque. Et il y a un moment en AG, dont tu vas nous parler, j'espère. Ouais, alors l'AG, effectivement, il a pris un bon 10% du capital, petit à petit, en grignotant, et il a lancé l'OPA. On a une AG, et à ce moment-là, il débarque à l'AG. Je ne sais plus si t'es seul ou accompagné avec son équipe rapprochée. Hein, c'est ça. Et Corinne, la directrice financière, Anne Samac, présente les résultats, les perspectives, etc. Et à ce moment-là, lui
veut monter sur scène pour expliquer que il a une bien meilleure stratégie, un bien meilleur plan pour la boîte, et que donc il faut suivre son OPA, accepter son offre qui est géniale, qui a un très bon prix, et que ils vont emmener la boîte au ciel, et voilà. Et donc il veut prendre le micro, il l'arrache pas des mains, mais pas loin. En tout cas, c'est pas prévu qu'il prenne la parole. Et puis, au moment où il veut commencer à s'exprimer, le micro marche pas, c'est marrant. Oh, la panne. La panne. Voilà. Coup de la panne. Quelques temps après, je sais plus exactement, il y en a une réunion SFAF, là, c'est les analystes financiers, c'est la réunion où tous les analystes financiers, en l'occurrence, écoutent la présentation toujours de la direction de Le Guide pour écrire leurs recommandations. Faut-il acheter, maintenir ou vendre, etc. Et donc, ça, n'importe quelle boîte en bourse passe par cette réunion SFAF. Voilà. Et donc, elle est réservée aux analystes financiers, par définition, comme son nom l'indique. Et donc, là aussi, on a Luca Ascani, le raider, avec son équipe rapprochée, qui veut forcer la porte pour prendre à nouveau la parole. Et là, je me souviens, donc, je crois qu'il s'appelait Christophe Delisle, le directeur de notre agence de com financière, qui était un gars assez costaud, qui physiquement leur a barré la route pour les empêcher d'entrer. C'est pas Lise Lucet. Non. Un autre genre. Ok, je poursuis. Dans l'aventure, on est donc 2009-2010 là. Vous, si j'accélère encore un peu, pardon, je reprends une note parce que c'est dense, hein, une aventure comme ça, des dates, des noms, des rachats. Il a fallu tout se remémorer aussi, et un petit peu plonger dans un nombre de souvenirs, et c'est vrai qu'il y a des choses croustillantes qui sont remontées. Et donc on avance, 2012, leguide.com devient numéro 1 devant Google. Youpi, Cocorico. 31, oui, joie, fierté, ouais. C'est ça. 30 millions à peu près de visiteurs uniques en Europe. On a racheté Ciao à Microsoft, qui évidemment vient renforcer l'audience. Et effectivement, on a pour une courte durée la joie d'être numéro 1 en Europe, mais Google n'en entend pas de cette oreille et va très rapidement redresser la barre en sa faveur. Ça se rachète comment une boîte à Microsoft? C'est de l'autre côté de la barrière? En termes de due diligence, de papier, de précaution, de contrat, enfin d'engagement de confidentialité, c'est monstrueux. La boîte est à Munich, elle a des bureaux en Roumanie, en Pologne, il y a plus de 200 personnes. C'est comme un gros morceau, et donc tous les membres du board, on est 4, on va sur place, on va comprendre la boîte, interroger les salariés, voir qui fait quoi, comment sont les complémentarités avec nos équipes à nous, etc. C'est passionnant, mais c'était un parcours du combattant assez éprouvant de racheter une boîte à Microsoft. Et arrive la dernière OPA, celle de Lagardère. Et là, pareil, peu de temps après. Ouais, je veux bien que tu me racontes les coulisses, les négociations, comment on essaie de vous séduire, de vous embarquer dans l'aventure. Questionnement peut-être que t'as toi. On a une boîte effectivement qui est attrayante, avec ces chiffres d'audience. Le chiffre d'affaires à l'époque en tendance sur 2012, il doit être à peu près aux alentours de 40 millions, entre 40 et 45 millions d'euros. Il y a une bonne rentabilité, un EBITDA qui doit être 25%. Au moins à 25%, c'est ça. Donc ça amène à peu près à 10 millions d'euros de résultats prévisionnels sur 2012. Donc on est attractif, et ça n'échappe pas à Lagardère Active, en l'occurrence dirigée par Denis Oliven, qui décide effectivement de lancer une OPA qui pour lui était tout à fait amicale, constructive, en bonne intelligence, etc. Donc il rencontre Corinne et c'est de la convaincre effectivement du bien fondé de sa démarche et de l'intérêt pour tout le monde. Les actionnaires, les fonds qui étaient chez nous, on avait JP Morgan, on avait Fidelity, enfin pas mal de gros fonds, que tout le monde allait être très très gagnant, et que c'était une très belle offre à 24 € l'action. Mais, comme toujours, ça se négocie. Le compte n'y est pas, donc nous on n'a rien demandé. On n'a pas été chercher Lagardère Active ni d'OPA, donc on dit, écoutez, c'est gentil d'avoir pensé à nous, mais ça ne nous intéresse pas. Et démarre à ce moment-là tout un processus de défense. Dans ces moments-là, pardonne-moi, mais
il faut jouer en rang serré. Pour on vend pas. S'il y en a un ou deux qui lâchent, ça peut ouvrir des brèches, les petits actionnaires. Enfin, comment on s'organise pour justement faire une contre-proposition, voire dire un niet définitif? On fait pas de contre-proposition. Enfin, je sais pas si ça peut se faire. Ça peut sans doute se faire. Nous, on dit non. On dit non. Circuler, ça ne nous intéresse pas. Nous, c'est qui? Alors, voilà. Direction, avant toute chose, le board, et là, on fait corps, on fait bloc ensemble. Et ensuite, effectivement, il faut les convaincre, nos actionnaires. Et donc là, banque d'affaires, roadshow, en l'occurrence c'était avec Brian Garnier, si je me souviens bien. Et donc effectivement, il y a des tractations là. C'est plus des roadshows avec des présentations où on explique à nos fonds que non, décidément, ils ont beaucoup plus de valeur à gagner, à faire en gardant l'actionnariat actuel plutôt que de vendre, et l'équipe de direction actuelle plutôt que de vendre à Lagardère. Et en face, tu sais que tu as les mêmes roadshows qui sont faits auprès de ces mêmes interlocuteurs. Exactement, bien sûr. Et donc communiqué de presse, voilà, c'est ces roadshows qui sont organisés. On essaie de compter un peu nos troupes et puis voilà de faire bloc. Et puis à ce moment-là, donc Lagardère fait une nouvelle proposition, en jurant que ce serait la dernière, qu'il ne monterait pas plus haut, et il passe de 24 € à 28 €. Et donc là, effectivement. Autant c'est dans plus la difficile presse, à 28, oui, la valorisation est supérieure au cours de bourse d'au moins 20%, je crois, quelque chose comme ça. Et donc, effectivement, là, un certain nombre d'acteurs se disent, c'est le moment de sortir. Et à partir du moment où certains y vont, globalement, tout le monde à peu près y va, quoi. Il reste du flottant, mais effectivement, voilà, là, ils prennent une grosse majorité du capital. Toi, c'est un moment où tu vas décider de tout céder ou de garder encore une grosse partie de... J'en ai vendu donc du moment de l'entrée en bourse jusqu'à ce moment-là où je vends mes dernières actions, mais j'ai pu en vendre à différents moments quand il n'y avait pas de lockout, c'est-à-dire que quand on n'était pas en train de discuter sérieusement d'une acquisition avec des propositions d'LOI, etc., où là, ça aurait été un délit d'initié, donc impossible de vendre. Donc effectivement, à l'occasion de cette OPA, je vends mes dernières actions. Et Lagardère le prend pas très bien puisque c'est pas le signe d'un grand enthousiasme dans la suite de l'histoire. Juste, je reviens sur les moments où tu décides de vendre, les débuts où tu rentres en bourse, t'as envie de faire un peu de liquidité. En plus, c'est pas complètement c'est plus opérationnel dans l'histoire. Mais au fil du temps où tu cèdes tes parts, tu le disais, des fois t'es loqué parce qu'effectivement il y a un projet de rachat et c'est pas le moment de vendre. Mais la dernière action que tu vas vendre, qu'est-ce qui se passe dans la tête? C'est plus rien, c'est plus qu'un bout de papier où il reste cet attachement quand même d'une boîte que t'as fondée. Ah, l'attachement, il est intact, mais c'est vrai que là, c'est plus la même histoire. On est dans un grand groupe, Lagardère active. Donc là, alors il vire le management pour mettre un nouveau management à la place, en l'occurrence Olivier Sichel, qui est maintenant directeur numéro 2 de la Caisse des dépôts. Et qui a fait un bon boulot, qui a fait ce qu'il a pu pour maintenir la boîte malgré les attaques de Google. Donc ils n'ont gardé finalement que moi, même si je n'étais plus actionnaire. Mais voilà, c'était bien de montrer une continuité dans l'histoire et de garder le fondateur au conseil d'administration. Donc je me suis retrouvé donc à siéger au board avec Denis Oliven, avec Olivier Sichel, le directeur financier. Alors que tu n'avais plus j'avais plus d'actions. Mais bon, je peux pas dire que j'étais très très écouté dans cette instance. On était vraiment dans un autre monde. T'es devenu administrateur indépendant? Oui. D'accord. Ok. Ouais. Et donc ça a tenu 3 ans, de 2012, du moment de l'acquisition et de l'intégration dans le giron de Lagardère active, jusqu'à 2015, où là, entre-temps, Google a fait beaucoup de mal. Hein. Les choses s'étaient un petit peu accélérées et la boîte était quasiment plus rentable. Et donc, à ce moment-là, Lagardère a décidé de la sortir, de la déréférencer de la bourse, donc de faire une
une offre de Rachat, rachat d'actions des derniers titres qui étaient encore en coté, en bourse. Et donc, sortie de la bourse. C'est quoi l'intérêt? C'est de plus être autant suivi Ça n'a plus de sens. Les résultats sont pas bons, les perspectives sont pas bonnes, ça coûte. Ça raconte pas une bonne Et histoire, voilà, on Ça est te plutôt rapporte plus rien. Enfin, t'as plus rien à aller chercher en bourse. En fait. absolument rien. Et il y a que des mauvaises histoires à raconter tous les trimestres Et ça coûte de l'argent. Et ça coûte de l'argent. Ouais. Voilà. Donc à ce moment-là, changement au board. Moi, on n'a plus besoin de moi, c'est clair. Donc je suis remercié à ce moment-là. Et voilà, et l'histoire continue sans moi. Et là, tu fais une rencontre avec un autre univers aussi, à ce moment-là. Enfin, Ouais. parce que... Ah oui, c'est un autre monde. D'ailleurs, effectivement, ils nous avaient regardé un petit peu de haut. C'est voilà, les petits entrepreneurs. Bon, voilà, on leur laisse une place sur un siège, mais on les écoutera pas trop. T'as appris des choses quand même de tout cet univers assez nouveau. C'est pas forcément ton monde, c'est pas de là d'où tu viens. J'ai vu comment fonctionnait voilà, les conseils d'administration, un gros groupe, la présentation, enfin tout est très 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 carré. Enfin, c'est monté d'un cran en termes encore de professionnalisme, de reporting, etc. Et puis à l'époque, on avait deux gros cailloux dans la chaussure. On avait un procès avec un marchand qui nous ennuyait bien et qui nous obligeait partout à mettre annonce, considérant que en fait c'était la publicité, nos promos, nos annonces, notre référencement de sites web. Et puis il y a eu l'action contre Google qui s'est déclenchée à ce moment-là. C'est vous qui l'avez lancé? Alors, qui initié plutôt? Il y a eu un organisme qui a été créé pour l'occasion, l'OIP, chargé de faire du lobbying au plus haut niveau, au niveau européen, pour faire valoir le préjudice subi par les comparateurs de prix, entre autres, le guide.com, mais aussi d'autres acteurs dans le domaine de la comparaison de voyage, de la comparaison d'assurance, voilà, et pour instruire le dossier au plus haut niveau auprès du commissariat européen à la concurrence. Donc là, j'ai vu aussi les leviers que peut avoir un grand groupe avec les énarques, les relations avec les politiques, avec les instances européennes, etc. Ah, c'était le début du lobbying, on va dire des gens qui venaient de l'univers digital sur un certain nombre de sujets. D'ailleurs, il y avait contre Google, mais il y avait aussi les pigeons, France Digital qui a commencé, je pense, à ce moment-là à peu près. Hein. Ouais, ça c'est une histoire que je connais moins. Ouais. D'accord. Ah, mais les pigeons, c'était plutôt d'ordre fiscal. Mais c'est l'époque où, on va dire, les pionniers d'Internet, comme on disait à l'époque, se sont un peu plus fait entendre. Se sont réunis, mobilisés, organisés. Ouais. Je propose qu'on passe à l'après. T'as plus une seule action, le guide. Une nouvelle vie s'offre à toi. Et pour ça, on se raconte avec Elena Copsy, qui est ma fille. Ah, Love Business, on écoute. De jet lag, j'ai les yeux dans le vague, j'atterris doucement. 5e avenue, je me sentais perdu, toi t'as pris les devants. En quelques secondes j'ai su que j'allais plus te laisser seul, qu'on referait le monde c'est sûr. Le désir était juste au seuil. Tu t'es moqué de mon accent, je ris bêtement. Est-ce que ça existe, aimer quelqu'un décemment? On s'est donné par milliers, des baisers sous les palmiers. Nos corps ont fait le reste à Los Angeles. Love business, love business. À Los Angeles. Love business, love business. Les nuits dans un bar, Hollywood Boulevard, tu me laisses en plan. Une nouvelle phase de vie plus consacrée à la famille. J'essaie de trouver le lien avec le choix c'est vrai que je suis libéré de pas mal de choses à ce moment-là. J'ai toujours Ecogest, mais entre-temps, on a cofondé aussi une nouvelle entreprise avec Jean de Beaumont, dont je parlais tout à l'heure, et qui en avait démarré Guide Online. On a créé ensemble avec Lara, une troisième fondatrice. Même joueur joue encore. 1001 stages
guide.com, qui était un portail des activités de loisirs et de développement personnel qu'on a créé en 2008, qu'on a revendu 2 ans plus tard. Donc voilà, je suis à un moment de ma vie où je me suis allégé et je commence à voir la vie d'une autre manière. Je fais de l'accompagnement d'entrepreneurs, je me forme à la médiation, fais de la médiation, au coaching. Je commence à mettre un pied dans le sud à 7. Voilà. Et... Tu t'évoquais rapidement, Milan Stage, que tu as revendu. L'expérience que vous avez eu avec le guide, alors c'était pas une vente, c'était une entrée en bourse, mais est-ce que ça a été aidé à appréhender différemment le développement de la boîte jusqu'à sa cession? Non, c'est très différent. On avait un actionnaire qui était le même que dans l'aventure initiale de de Guide Online, puis le guide.com, qui était les éditions Payot Rivage, groupe Edipresse, gros groupe suisse, et donc qui avait investi, qui nous avait soutenu dans le projet Mille et un stages. Mais bon, le modèle économique n'était pas évident, il a fallu relever de l'argent, donc on avait un industriel dans le capital, ce qui n'était pas évident pour aller lever de l'argent ailleurs, effectivement. Et donc, en gros, le choix, à un moment donné, c'était lever avec lui, mais il a préféré carrément nous racheter. Et donc, c'était la fin de l'histoire qui était très, très marrante, mais qui n'a duré que 2 ans. Aujourd'hui, tu as encore ce goût de la création chevillé au corps, et tu as déjà d'autres projets de boîte en tête, où là, avec la médiation, l'accompagnement de dirigeants, l'objectif, c'est plutôt transmettre, partager, faire grandir. Ouais, c'est pas de l'accompagnement de dirigeants, c'est vraiment de l'accompagnement d'entrepreneurs. Donc je reste très dans l'ADN de l'entrepreneuriat, mais je préfère effectivement accompagner, aider à développer les startups, les soutenir les entrepreneurs, effectivement dans la transmission. Et puis effectivement, comme souvent les associations tournent mal, entre associés avec des actionnaires, etc. J'ai pas mal de sujets aussi de médiation, donc de la résolution de conflits entre associés ou de la prévention de conflits. Et ça, je trouve ça passionnant aussi, parce qu'on est vraiment au cœur du business, de l'entrepreneuriat, de la psychologie, du juridique, qui sont trois choses qui m'ont toujours passionné. On en parlera après, mais il y a une belle boîte là qui est en train de se monter justement sur ce sujet du conflit entre associés, et comment en fait tu fais en sorte, avant que ça pète, de résoudre les conflits. T'as beaucoup de boîtes qui partent au tapis pour ça. Oui, le mieux, c'est ce qu'on recommande chez Melcian, Chassagne et compagnie, donc le collectif avec lequel je fais aujourd'hui l'accompagnement d'entrepreneurs en tant que conseiller de confiance. On recommande aux entrepreneurs plutôt de ne pas s'associer. En tout cas, jamais à parité, jamais 50-50, jamais 3 fois un tiers ou 4 fois un quart. Ça va forcément mal se terminer. Ou ça va être compliqué. Avoir un bon pacte. Oui, mais... ça fait pas tout. C'est pas tout. Ça fait pas tout. Mais oui, certainement. Et là, je vois qu'il nous reste trop... Oh, tu l'aimes bien, là. Un acte manqué. Ouais, ça fait plaisir. Ouais. J'en profite pour l'encourager, voilà, parce que... Et Elena Copsy, premier CD, premier EP. Elle en a autoproduit un premier, Okay. et là, elle a signé chez BMG en septembre dernier, et donc c'est le 3e titre qu'elle sort avec BMG, en prévision de l'EP qui sortira dans les prochains mois. Et un peu de scène, du coup. Eh ben oui. Aujourd'hui, c'est beaucoup comme ça qu'on fait grandir un son, un disque. Tout à fait. Donc oui, pardon, mais je disais, il nous reste 2-3 minutes. On n'a pas trop abordé la partie plus patrimoniale, mais à un moment, quand tu as un avant-après, et effectivement où tu fais un up en matière de patrimoine, tu as beaucoup d'entrepreneurs, qui se posent la question, qu'est-ce que je fais? Et beaucoup qui font beaucoup de conneries. Et qui nous disent comme ça en ces termes. Je sais pas si toi, de l'expérience que tu peux partager, il y a des choses que tu ne recommandes pas, ou à l'inverse, que tu aurais tendance à suggérer à un copain entrepreneur qui te pose la question, ou un entrepreneur qui est peut-être pas ton copain, mais qui est en train de nous regarder ou de nous écouter. C'est vrai que surtout quand c'est suite à une entrée en bourse, il y a pas mal de visibilité. Donc là, on est assailli de banquiers qui viennent vous proposer tout un tas d'opportunités incroyables, de produits financiers, de placements, etc. Donc ça, il faut
évidemment prendre son temps pour regarder tout ça quand même de près. Surtout pas se précipiter. Ensuite, très naturellement, quand on était entrepreneur et qu'on aime ça, on a envie d'aider d'autres entrepreneurs, y compris financièrement. Donc, on devient un business angel. Et comme tous les business angels, tu perds. Voilà, exactement. Au moins en partie. Et donc, soit on professionnalise et on commence à prendre plein de tickets, comme nous racontait aussi Patrick Robin et beaucoup d'autres, mais ça devient un job à plein temps de gérer autant de lignes de participation. Soit on est écœuré et puis on passe à autre chose, on fait de l'immobilier ou autre, ou alors il y a aussi des fonds d'entrepreneurs et ça aussi ça se structure beaucoup maintenant. Donc on en a créé plusieurs, Network Finance, SaaS Partner, les entrepreneurs réunis, entrepreneurs investis. Donc on a créé comme ça, on a rassemblé des entrepreneurs. Donc là on dilue le risque. Donc plutôt que de mettre un ticket sur une boîte, on met ensemble des tickets sur une dizaine de boîtes, et puis on fait marcher l'intelligence collective. Et généralement, ça marche mieux que tout seul. Ça marche beaucoup mieux. Ouais. Et puis voilà, c'est sympa, c'est sympa de se retrouver entre pairs pour en aider d'autres. Et puis on apprend aussi que c'est pas tout de planter des graines et d'attendre que ça pousse, mais on apprend mieux d'arriver avec l'arrosoir, l'accompagnement, ouais. Voilà, et de se donner un petit peu de s'impliquer un petit peu de différentes manières, ce qu'on a appris à faire. Et si tu devais venir arroser après coup les débuts du guide, qu'est-ce que tu mettrais dans ton eau? Quel conseil tu te donnerais à toi-même? Justement de me faire accompagner. Parce que je pense qu'à un moment donné, surtout après avoir levé de l'argent, il y a une espèce de pression des fonds, que l'argent il n'est pas là pour dormir sur un compte, il est là pour être investi et plus vite que ça. Et donc partir à l'international, faire toutes les conneries. Donc là, je peux. Et après on dit, elle réduit la voilure. Voilà, bien sûr. Donc, au départ, on nous incite à être des guépards, foncer le plus vite possible, plus vite que tout le monde. Et puis après, effectivement, on nous incite plutôt à être des chameaux et à tenir le plus longtemps possible. Si on a 2 minutes, je peux raconter quand même les quelques conneries qu'on a eu l'idée de faire, les 3 fondateurs de Le Guide, quand on a eu de l'argent à disposition. Donc moi, c'était faire une super méga campagne de pub télé avec une agence qui nous a fait un storyboard de dingue qui nous avait séduit, etc. Et ce sont nos business angels qui nous ont ratés au dernier moment parce que il y avait effectivement l'éclatement de la bulle Internet et on sentait que ça allait se compliquer et que voilà, c'était pas une bonne idée. Mon associé de l'Aventis, lui, a voulu nous acheter un gros serveur Sun à 500 000 € pour héberger tout le bazar qui était un peu compliqué sur le plan technique, loin d'être optimisé. C'est une manière aussi de masquer un petit peu les faiblesses techniques. Bon, voilà. Et on fait tous des conneries. Ouais. Et puis la plus belle peut-être, c'est au moment de choisir une marque commune après fusion. Avant d'avoir le guide.com. Le guide.com, c'est le choix numéro 2. Puis il y en a eu d'autres encore, mais le choix numéro 1, c'était guide.com. Et guide.com, ça appartenait à une boîte à Los Angeles. Et donc là, il y a Igor Schlumberger qui est parti. Le prix de vente affiché était 450 000 $. Mais en board, après mûre réflexion, on avait dit qu'on était prêt à monter jusqu'à 1 100 000 € pour le nom de domaine. Et donc, il est parti, on a changé de l'argent parmi du cash qu'on avait levé et il a fait donc libeller des chèques en dollars. Donc, et c'était un peu comme le Monopoly. Donc, il avait un billet de 500 000 $, 4 billets de 100 000 $, des billets de 50 000, des billets de 20 000 pour qu'à la fin de la négociation, il ait les moyens de payer. Il puisse faire la pointe. Et pourquoi vous l'avez pas acheté? On l'a pas acheté parce qu'en fait, il n'avait pas vraiment rendez-vous, il n'avait pas réussi à les joindre. Il a dit, bon, il nous la faut cette marque, ce nom de domaine, il nous le faut. Il débarque. Et puis il n'est jamais revenu des États-Unis, il avait des billets. Il a fini par être reçu, mais entre-temps, il dit, ah non, mais c'est plus du tout ça. Maintenant, c'est 4 millions. Donc, okay. Voilà. Et donc, heureusement, apparemment, pour la petite histoire, le gain qu'on a fait sur le taux de change pour repasser en euros a été bon et nous a permis d'acheter leguide.com, un nom de domaine pour quelques dizaines de milliers d'euros. Ok. Ouais, mais guide.com, ça fonctionnait mieux que le guide. Enfin,
à l'international. Le guide. Le guide. Mais c'est vrai que c'est... Le 1 guide. million de visiteurs uniques. Il y avait d'autres marques à l'époque. Il y avait plein de oui, marques. ouais, Il y a des ouais. marques pour chaque pays. Ça a toujours été C'est un vrai sujet. Ouais, ouais. Parce que Promosol, Google, c'est Promoselect, Google. Ça veut rien dire, mais c'est Google. Voilà, on a Web Marchand, puis on a eu le guide.net. Enfin, il y a eu beaucoup de marques exploitées pour aussi être mieux référencées sur Google. Ça faisait partie de la stratégie, et y compris aussi les marques blanches. Donc voilà. Donc c'était aussi un plus en fait de pas avoir une marque unifiée partout. Ouais. Pouvoir prendre le marché dans différents. C'est marrant, j'aurais dit l'inverse. Et voilà, il y avait deux écoles, quoi. Exactement, deux écoles. La marque unique sur laquelle on puisse communiquer worldwide et capitaliser dessus et créer cette marque pour une revente, c'était sans doute plus simple aussi. Et puis une stratégie peut-être plus pragmatique par rapport à Google, par rapport à la concurrence, d'être multimarque et d'adapter des marques effectivement à chaque langue, chaque pays. Et alors, question en retard, mais au moment où Google vient vous embêter avec Google Shopping, vous n'êtes pas dit un peu avant, mais on aurait tellement dû aller sur le moteur de recherche. Jamais vous êtes posé la question du business du moteur de recherche et de la capacité du guide peut-être à créer quelque chose en Europe. On avait pris un parti pris qui était celui donc des achats en ligne, après celui du voyage qu'on avait abandonné. Quelque part sur le Minitel, on avait fait un petit guide un peu, généraliste. C'est pour ça que je pose la question. Ouais. Mais voilà, comme on n'avait pas l'ADN techno, puisque on a été obligé d'aller le chercher ailleurs, c'était pas dans nos ça aurait été jamais faisable. Mais c'est dommage. Ouais. Ouais, on refait pas les matchs 20 ans après, mais c'est toujours intéressant de savoir si c'est des questions qui se sont posées. Et puis t'as les capacités de financement aussi qui étaient beaucoup plus importantes aux États-Unis. Tu parles au passé, mais c'est encore. C'est encore le cas aujourd'hui quand on parle d'IA ou quand on parle de quantique ou de différentes choses. Oui. Et à l'époque, je me souviens, j'étais en face de Amazon et Amazon, ils ont dépensé 3 milliards de dollars avant de devenir rentable. Voilà. Quelle entreprise en Europe Et il y avait toujours ce suspense. Est-ce qu'ils le seront un jour? Et non. Oui, bien sûr. Et mais moteur de recherche, Corinne Lebovic, dont on parlait tout à l'heure, dirigeait aussi Quant, l'expérience française-européenne. Et voilà, c'est pas facile contre ces GAFAM. Non. Peut-être que ça va évoluer. La souveraineté européenne. Ouais. On verra. On en reparle dans 20 ans. Merci beaucoup, Mickaël. Merci à toi, Sacha. Puis j'avais choisi la dernière chanson. On a le temps d'écouter. Oui, justement. On l'écoute. Rocking in the Free World, que j'ai choisi parce que c'est une chanson de Neil Young que j'adore. Et que Donald Trump a passé plusieurs fois dans ses congrès, mais Neil Young lui a interdit de le faire. Et donc aujourd'hui, c'est terminé. Cette chanson ne peut plus passer dans les congrès de Trump. Mais sur Cash Out, oui. Mais sur Cash Out. Et Neil Young vient d'annoncer qu'il faisait un concert gratuit en Ukraine pour inaugurer sa tournée européenne qui va démarrer au printemps. C'est pas mal comme transition avec les sujets souveraineté. Oui. On finit avec Neil Young. Un grand merci. Merci, Mickaël. Merci beaucoup. Merci à vous.